Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique d'un étudiant investisseur. Parce qu'investir quand on est étudiant, c'est possible et recommandé, je m'exprime autour de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général. C'est parti, huitième épisode et on va attaquer très très fort avant tout, éclater la gueule du pouce. S'il vous plaît, tout de suite un petit commentaire, un petit like, vous savez que ça m'aide énormément. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier de A à Z, de 0 à 1, en détail, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas ça va être très très intéressant. Il va être plus technique celui-là, voilà, je vous le dis tout de suite. C'est pas trop un podcast mindset, là on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est bon, on a un peu parlé d'entrepreneuriat, de mindset, là on fonce dedans. Moi l'immobilier c'est un investissement que j'apprécie énormément, que je fais en tout cas au quotidien, que je vis au quotidien. Donc je pense que je peux avoir certaines connaissances avec toute mon humilité, hein, bien sûr, qui peuvent vous parler en tout cas, et c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite, trêve de blabla. Avant toute chose, pourquoi l'immobilier? Voilà, pour qui c'est fait? Avant même de dire pourquoi, on va dire pour qui. Pour qui c'est fait? L'immobilier, on va être très honnête, il y a des façons vraiment royales de le faire, c'est si vous êtes en CDI. Pourquoi? On va le voir juste par la suite, mais vous le savez, je l'ai déjà dit, dans la grande différence entre l'immobilier et les autres types d'investissement, c'est vraiment le crédit. Donc, le but, c'est que la banque nous prête le plus possible. Parce que même quelqu'un qui a 1 million, s'il décide de dire « Ah, moi, la banque, je m'en fous, j'ai pas envie qu'elle me prête », et qu'il investit ses 1 million en immobilier, bah, ça va être très compliqué après de réemprunter, parce que bah, il va devoir attendre que ces 1 million lui rapporte 10 000, 20 000, 100 000, et puis ensuite, il pourra racheter un truc à 100 000. Donc, on voit bien qu'on est vite limité. Alors que si à chaque fois, il mettait 100 000 euros d'apport et qu'il empruntait 900 000, bon, bah voilà, il peut emprunter jusqu'à 10 millions de patrimoine. Donc, c'est démultiplié, c'est bien ce qu'on voit. Donc, tout de suite, on le dit, c'est beaucoup plus simple si on est en CDI. Voilà, comme ça, c'est dit. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple si on a un peu plus de temps, c'est sûr. Vous le savez, c'est toujours la balance risque, rendement et emmerdement, hein, c'est un peu une triple balance. Donc, clairement, aujourd'hui, celui qui n'a pas du tout de temps à mettre là-dedans, il va aller s'orienter soit vers d'autres types d'investissements qui sont beaucoup plus automatisés, comme de l'investissement sur des actions à dividendes en bourse, par exemple, qui sont totalement passives, ou sur du private equity, où ils se contentent simplement de mettre de l'argent dans une boîte ou dans des fonds, mais ça va, ou alors vers de l'immobilier, on va dire, un peu plus clé en main, où forcément on va perdre un petit peu de rendement, parce qu'il n'y a pas de secret. Moins on en fait, tout simplement, et bien, plus le rendement est faible. Donc si aujourd'hui on prend des plateformes comme Mastéos qui vont s'occuper de nous trouver notre bien rentable, bah forcément ils vont nous prendre un petit peu d'argent. Puis si ensuite on met en agence parce qu'on n'a pas du tout envie de gérer les locataires, bah on va encore perdre de l'argent. Et là où un investissement aurait pu nous rapporter beaucoup, il va peut-être nous rapporter 2 fois moins. Donc c'est toujours possible d'être rentable, mais il faut savoir que si on a moins de temps, forcément on a moins de rendement. Et ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que justement celui qui n'a pas beaucoup de sous, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais par contre qui a beaucoup de temps, il va pouvoir vraiment gérer un peu plus tout ça, donc faire lui-même le suivi des travaux, faire lui-même le suivi des locataires, et il va pouvoir justement capitaliser, avoir beaucoup plus d'argent, encore plus quand on va aller sur de la location courte durée. Si jamais on ne prend pas de conciergerie et tout ça, on peut vraiment faire exploser son rendement. On voit hein, au quotidien des 20, 30, 40% de rendement sur de la location courte durée. Donc forcément, il y a un peu plus de risques et ça demande également beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il faut que le rendement soit plus conséquent, puisqu'il y a plus de risques et il y a plus de temps à passer, plus d'emmerdement. Donc l'immobilier, il n'est pas forcément fait pour quelqu'un qui a très peu de temps, pour quelqu'un qui ne serait pas en CDI, donc qui aurait une situation un peu plus compliquée, par exemple un chef d'entreprise qui n'a pas encore ses premiers bilans, bah, ça va être très compliqué de se faire prêter par la banque. Et enfin, ça va pas forcément être pour quelqu'un qui bouge énormément, qui va être entre plusieurs pays, qui va être tout le temps en mouvement pour les affaires, parce que bah, ça demande quand même parfois de pouvoir répondre, surtout si justement on gère ses locataires soi-même. Bah, s'il faut un jour se rendre sur place pour gérer un petit problème, les états des lieux de sortie, d'entrée et tout ça. Donc ça demande quand même une certaine présence, sauf si encore une fois on fait du clé en main, et dans ce cas le clé en main il faut s'attendre à perdre un petit peu de rendement. Je précise tout de même, c'est pas parce que vous êtes étudiant que vous ne pouvez pas faire d'immobilier. Vous le savez bien, je suis étudiant, je fais de l'immobilier, il y en a plein qui sont comme moi, la seule chose que ça demande c'est d'avoir des revenus. Donc même si vous êtes en CDD, notamment en alternance, vous allez pouvoir vous faire prêter. Ça va être plus compliqué, effectivement, hein, on va pas se le cacher, mais c'est possible. Donc voilà, et vous avez justement une variable, une ressource que certains n'ont pas, c'est peut-être plus de temps pour pouvoir justement optimiser, faire peut-être un peu plus de travaux, s'occuper encore mieux des locataires, pour pouvoir vraiment faire exploser votre rendement. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va passer à la deuxième partie. Pourquoi l'immobilier?
Pourquoi c'est bien? Pourquoi il faut investir en immobilier? Je l'ai déjà un peu expliqué dans Immobilier versus Bourse, vous pouvez aller voir là dans la petite fiche. Pourquoi c'est bien? Pour 5 raisons. 5 raisons, vous pouvez tout de suite les retenir, parce que c'est les 5 raisons qui fait que l'immobilier, en fait, ça marche et il faut investir dedans. 1. Il y a peu de risques. Peu de risques, du moins il y a du risque, évidemment, mais peut-être pas autant que ce qu'on peut trouver dans des actions ou dans des crypto-monnaies. Pourquoi? Aujourd'hui, une crypto-monnaie peut se péter la gueule, même le marché peut dégueuler moins 20%, moins 30%. Suite aux crises de 2008, on a vu que ça pouvait descendre assez bas. Donc il y a quand même un risque inhérent à la bourse, aux crypto-monnaies, encore plus dans le private equity, on va investir dans des entreprises non cotées, dans des startups, etc. Là forcément il y a un très gros risque. Et donc ce risque-là dans l'immobilier, pourquoi il est diminué? Puisque c'est de la pierre, donc c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est d'ailleurs l'investissement préféré des Français. Pourquoi? Tout simplement parce que il peut se passer la crise qu'on veut, de la pierre ça reste de la pierre, et un bâtiment aux Champs-Élysées, ça reste un bâtiment aux Champs-Élysées, vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, même si effectivement il y a des crises immobilières, qu'on va peut-être avoir des moins 10%, moins 20% maximum, ça finira toujours par remonter, parce qu'un bâtiment, si en fait on l'a bien acheté, si on a fait l'effort d'aller dans une zone qui est quand même en développement, et qu'on va pas effectivement au fin fond de la Creuse, dans un village où il y a une seule usine qui concentre tout, effectivement notre risque il est assez fort, parce que si cette usine ferme, notre maison ne vaut plus rien. Mais si on achète bien dans des villes qui se développent, avec beaucoup de croissance, beaucoup de développement, finalement, il y aura beau avoir des crises immobilières, ça remontera toujours, comme je vous l'ai dit. Imaginez-vous, vous avez un appartement en face de la Tour Eiffel, à moins qu'on se prenne une bombe nucléaire sur la tête, ce bâtiment-là vaudra toujours énormément, et puis si on se prend une bombe nucléaire sur la tête, je pense que l'immobilier sera le dernier de nos soucis. Donc c'est beaucoup moins risqué. Oui, il y a des impayés, oui, il y a des problèmes, il y a des travaux et tout ça, mais en fin de compte, il y a toujours des solutions qui existent, et encore une fois, quand on fait les choses bien, c'est finalement assez peu risqué. Le but également, avec l'immobilier, c'est de diminuer son risque global. Donc, je ne vais pas investir, je ne vais pas mettre toutes mes cartes dans la même main, tous mes œufs dans le même panier, voilà, vous le savez maintenant. Moi, je connais pas les expressions, j'invente les miennes, on s'en fout. Donc voilà, on va pas faire effectivement que de la coloc, que de la location courte durée sur la Côte d'Azur, que des locations commerciales dans telle ville. On va essayer justement de construire un panier, un portefeuille diversifié. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour tout l'investissement. On ne va pas mettre tous nos œufs que dans l'immobilier. On va faire un peu de tout. C'est pas du ou, c'est du et. Vous l'avez bien compris. Donc, je vais faire un petit peu de location courte durée, un petit peu de coloc, un immeuble, de rapport, de la location commerciale, de la location longue durée, du nu. On va faire un peu tout pour justement diminuer notre risque. Pour que si par exemple, oh tiens, comme par hasard, le Covid arrive, eh bien, si j'étais que dans la location courte durée, c'est compliqué. Donc, vous voyez, on vient un peu mixer pour avoir un panier moyen. La deuxième chose, pourquoi l'immobilier c'est si bien, c'est le crédit, évidemment. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas en reparler énormément, mais c'est tout simplement que ça nous permet de démultiplier, la banque nous prête de l'argent, les locataires remboursent, et en plus nous enrichissent. Donc ça permet vraiment, comme je vous l'ai dit, celui qui a 1 million, il peut emprunter jusqu'à 10 millions, alors qu'il ne possède qu'1 million. Et une fois qu'il a remboursé ses crédits, ou qu'il a revendu, qu'il a fait de la plus-value, il se retrouve avec réellement 10 millions de patrimoine. Donc ça c'est génial, et c'est le seul investissement aujourd'hui où on peut vraiment avoir autant ce crédit, sauf si vous montez votre boîte, que vous commencez à faire des prêts, des levées de fonds et tout ça, ok, mais pour de l'investissement en tout cas particulier, c'est vraiment, jamais une banque ne va vous prêter pour de la bourse, pour des crypto-monnaies, ça c'est sûr. Le troisième point les amis, c'est que c'est passif. C'est passif l'immobilier. C'est passif pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de travail au début, pour trouver un bien rentable, pour le négocier, pour faire le dossier bancaire, pour avoir son crédit, pour faire les travaux, pour suivre les travaux, pour trouver les locataires. Mais une fois qu'on a les locataires, l'argent il tombe tous les mois. Vous voyez, c'est décorrélé. Et c'est bien pour ça que Robert Kiyosaki, on l'a vu dans les 4 niveaux de richesse, petite fiche en haut, c'est l'investissement qui est vraiment à la toute fin, parce que ça demande un travail au début, mais une fois que ça marche, ça nous rapporte de façon passive. Nous, actuellement, avec Charlotte, on a loué une place de parking. Maintenant, tous les mois, on reçoit 55 €. Cette place de parking, alors peut-être qu'ils vont partir. À un moment, il y aura un petit état de sortie à faire, vous voyez. Mais cette place de parking, elle ne nous demande rien. Donc, c'est automatisé, c'est génial. Alors, effectivement, peut-être que parfois des locataires vont vous appeler pour vous dire qu'il y a telle chose qui est cassée, qu'il faut aller faire un petit passage à l'appartement ou dans la maison que vous louez. Mais globalement, c'est assez passif parce que si le locataire reste plus longtemps, on va pouvoir vraiment s'en sortir et avoir presque rien à faire. En tout cas, le but, c'est justement d'avoir le moins possible à faire. Et même quand on fait de la location courte durée, on va essayer de faire des petites fiches, on va essayer d'envoyer des petits messages automatiques, de gérer le plus possible pour que ça soit le plus automatisé, pour avoir le moins de temps possible à passer. Quatrième point, pourquoi c'est trop bien l'immobilier, pourquoi vous devriez en faire, c'est que c'est un besoin vital. Ça ne passera jamais.
Tout le monde, depuis la nuit des temps, a besoin d'un toit, que ça passe de la préhistoire où ils étaient dans des cavernes, ensuite ils ont fait des maisons en terre, puis on a commencé à utiliser des matériaux plus nobles, toujours est-il qu'on a toujours eu besoin d'un toit. Et ça, c'est le besoin vital par excellence. On peut parler de toute la tech et tout ça, c'est peut-être parfois même des besoins moins vitaux, ce qui fait qu'on peut imaginer qu'un jour, je sais pas, les iPhones disparaissent, parce que ce n'est pas un besoin vital. Mais là, on parle du besoin dans la pyramide de Maslow qui est à la base, c'est-à-dire les besoins vitaux, c'est manger, c'est se loger, c'est se reproduire, grosso modo en tout cas. Donc, à partir du moment où on répond à ce besoin, il va pas avoir un jour où on va dire, en fait, l'immobilier, ça y est, c'est fini. C'était un effet de mode, et puis plus personne n'a besoin d'une maison ou d'un appart. Moi, j'y crois pas en tout cas. Effectivement, ça peut évoluer, mais ça reste un besoin qui est extrêmement vital et qui donc fait diminuer le risque. Parce que si aujourd'hui j'investis dans les crypto-monnaies, même si moi j'investis moi-même dans les crypto-monnaies, et on pourra faire un podcast à ce sujet si ça vous intéresse, ce n'est pas vital. Donc il est possible, malgré tout, que du jour au lendemain ça disparaisse et il n'y aura pas des vies humaines en jeu. Alors que si aujourd'hui plus personne n'a de toit, clairement on voit c'est des drames humains qui se produisent. Et enfin, le cinquième point, c'est une fiscalité qui est extrêmement avantageuse. Et oui, même en France, pas besoin d'aller à Dubaï, pas besoin d'aller à Malte, c'est que la fiscalité est extrêmement avantageuse. On va pouvoir déduire énormément de charges, ce qui fait que quand on va acheter en société, quand on va faire les bons montages fiscaux, quand on va faire des systèmes de holding ou même pas besoin d'aller jusqu'à là, juste en société ou en LMNP, on pourra parler de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir déduire énormément et payer 0 € d'impôt. Un bon investissement, notamment en meublé, on ne paye pas d'impôt normalement pendant 5 à 7 ans. Vous voyez, donc c'est extrêmement avantageux et aujourd'hui il y a des moyens effectivement en bourse d'obtenir des fiscalités avantageuses avec des PEA ou avec des systèmes comme celui-là, mais globalement quand on va commencer à gagner beaucoup, à part si on va pouvoir faire passer en charge peut-être effectivement un ordinateur, un logiciel de trading, mais très vite ça va être limité, alors que l'immobilier, sur un achat à 100 000, on va pouvoir faire passer les frais d'agence, les frais de notaire, tous les travaux, donc si on a 50 000 € de travaux, paf, ça va passer en amortissement, donc c'est très très avantageux la fiscalité de l'immobilier, et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les plus grosses fortunes de la planète se construisent également sur l'immobilier. Je crois que c'est 80% des millionnaires le sont aujourd'hui grâce à l'immobilier. Donc il faut vraiment pas le laisser à part, pas se dire moi je fais que de la crypto, que de la bourse. Vous avez bien compris, on ne fait pas du ou, on fait du et on se construit un portefeuille, un panier diversifié. Maintenant qu'on a expliqué c'est pour qui et pourquoi c'est bien, on va parler de comment passer à l'acte, comment commencer, comment faire cette première marche, comment trouver réellement un bien, comment se lancer dans l'immobilier, tout simplement. Comment on en arrive à avoir un immeuble, à avoir des appartes, à avoir certains qui font 30, 40, 50, 100 lots en 1, 2, 3 ans. C'est des réalités, ça que je vous dis. Hein. C'est insane, mais voilà. Comment commencer ? Alors, l'immobilier, je le vois comme un tabouret, comme un triangle, il y a beaucoup d'écoles. En tout cas, moi j'ai été formé avec la technique du triangle. J'aime bien dire tabouret aussi, parce que le tabouret, on sent bien que ça se pète la gueule. Si jamais il n'y a pas les 3 points extrêmement important. À chaque fois qu'on veut investir en immobilier, la première chose qu'on regarde, c'est le bien. Location, fucking location. Je sais plus qui disait ça. Vous me le direz dans les commentaires si vous arrivez à trouver. C'est que tout part du bien, tout part même de sa localisation. C'est-à-dire que votre bien, en fait, il peut être pourri. S'il est très bien placé, vous allez pouvoir le rénover, vous allez pouvoir faire des choses. Donc tout part du bien. Comme je disais, sur les Champs-Élysées, il y a un des milliardaires, un des top milliardaires de la planète qui possède plus de 200 millions d'euros en immobilier et il ne possède que des locaux commerciaux sur les plus grandes avenues de la planète. Donc à Londres, à Paris, Champs-Élysées, à New York et tout ça. Donc certes, il n'a pas des rentabilités dingues, mais il sait très bien que le jour où il va vendre, tout simplement, il sera sûr de trouver un acheteur. Le jour où son locataire va partir, le jour où Abercrombie va dire « Ah, moi, ton logement sur les Champs-Élysées, je vais ailleurs », il est sûr que dans la seconde, il va pouvoir retrouver quelqu'un d'autre qui va vouloir prendre cet emplacement. Parce que l'emplacement, c'est la clé. Donc si jamais vous achetez, comme je disais, au fin fond d'un village, là où il n'y a aucune dynamique et tout ça, ça va être assez compliqué de trouver. Par contre, si vous achetez bien, vous êtes dans un endroit vraiment qui est, comme je disais, en croissance, que vous avez surtout ciblé votre persona, votre cible. Donc de dire, moi par exemple, je veux m'adresser aux étudiants, on va se mettre près d'une fac, tout simplement. Si moi par contre je vais cibler un couple de retraités, là effectivement on va peut-être pouvoir aller plus en village, tout en sachant qu'un retraité, si c'est le 6e étage sans ascenseur, ça va être compliqué. Donc tout part du bien, vous l'avez bien compris. C'est le bien qui compte le plus possible. Donc est-ce qu'il est lumineux ? Est-ce qu'il est sain ? Est-ce qu'il y a une hauteur sous plafond ? Est-ce qu'on peut faire des choses ? Est-ce
Et quel est le nombre de chambres et tout ça. Si on s'adresse à une famille, il va falloir 3 chambres à peu près. La localisation, est-ce qu'il y a des commodités à côté, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce que la ville est plutôt en croissance ou en décroissance au niveau du nombre de personnes, est-ce qu'elle est vieillissante ou plutôt jeune. Tout ça, c'est des statistiques et ça part, vous l'avez compris, d'une étude de marché extrêmement précise en utilisant des sites connus, Data France, les statistiques, statistiques de l'INSEE. Et avec tout ça, on va se créer une étude de marché pour pouvoir un petit peu comprendre comment marche notre marché, à qui je veux m'adresser, tout simplement. Donc, si on s'adresse à des étudiants, on va faire ça près d'une fac. Ça, c'est le bien. C'est le premier petit pied de notre tabouret, là. Imaginez votre petit tabouret, là. Et ça, c'est le premier pied. Il en faut un deuxième, c'est la branche. Moi, la branche toi, pas la branche toiture, hein, vous avez compris, la branche moi, Grégoire, hein, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut se connaître, tout simplement. Et comme je le disais avant, l'immobilier, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc il faut être capable de voir jusqu'à où on est prêt d'aller. Est-ce que par exemple, je suis dans le BTP depuis longtemps, donc je vais être capable de vraiment projeter mon rendement, de l'augmenter, parce que je vais faire la moitié des travaux moi-même, vous voyez? Est-ce que c'est un investissement qui va être à 300 km de chez moi? Alors si j'ai énormément de temps et que j'ai une voiture et tout ça, ça va être simple. Par contre, si effectivement je suis 8h, 19h tous les jours et les week-ends j'ai pas du tout de temps, cet investissement-là, il va être très compliqué. Pourquoi? Parce que on le sait, c'est souvent des erreurs de débutants d'acheter trop loin, parce que il va tout le temps falloir faire des allers-retours, puis à 1-2 heures l'aller-retour, c'est vite très très chronophage. Donc jusqu'à où je suis prêt d'aller, excusez-moi, on reprend, jusqu'à où je suis prêt à aller sur ce bien. Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il faut que je délègue totalement? Est-ce qu'il faut que je m'en occupe totalement, que je délègue les travaux, est-ce que je suis les travaux, ou est-ce que même je prends un maître d'œuvre pour suivre parce que je n'ai pas ce temps-là? Est-ce que je prends un investissement qui est à 100 mètres de chez moi ou à 100 km? Vous voyez, tout ça, c'est des choses où il faut se connaître. Il faut être capable vraiment, en transparence, de voir, voilà, moi je suis une quiche en travaux, je ne vais pas aller faire des travaux. Clairement, ça me saoule de faire de la voiture, on va plutôt prendre un investissement proche de chez nous. Ça, c'est la branche moi, très important encore une fois de la connaître. Et le dernier pied du tabouret pour pas qu'il se pète la gueule, parce que 3 points forment toujours un plan, merci les cours de techno, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que le bien, il faut qu'il ait une fiscalité qui marche. Et vous voyez bien que ça arrive après le bien, ça arrive après se connaître, parce que ça sert à rien de parler de fiscalité. Pour le même immeuble, pour la même maison, vraiment, on l'achète au même prix, on prend même le même régime fiscal, selon nous, selon nos revenus et tout ça, on peut avoir une imposition qui est totalement différente, de A à Z. Donc ça sert à rien de commencer par regarder la fiscalité, de dire ah ouais moi je vais faire ça comme régime fiscal et tout, ça c'est bullshit, on part du bien. Déjà tu trouves un putain de bien, ensuite tu vérifies que ça colle avec toi, et ensuite tu regardes si ta fiscalité elle est bien, quel montage fiscal tu vas faire et tout. Parce que sinon c'est débile. Moi je vais faire des plans sur la comète, on le rappelle, c'est l'erreur de base du débutant, c'est de voir trop loin, c'est d'aller regarder trop loin, d'aller se dire ah je vais commencer à faire des trucs et tout, alors que t'as même pas trouvé, tu sais, t'étais déjà en train de te dire ah je vais faire une coloc et tout, puis t'arrives et en fait le bien il se prête parfaitement à une division, donc tu vas louer en nu, tu vois, ou tu vas revendre. Donc en fait ça sert à rien de se mettre dans la tête à l'avance, déjà on trouve le bien, et ensuite on réfléchit à la fiscalité adaptée en fonction de est-ce qu'on va faire un local commercial, est-ce qu'on va louer en meublé, est-ce qu'on va faire de la courte durée, etc. etc. Vous l'avez compris, mais la fiscalité, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est la troisième branche du bien? Parce que certes il ne faut pas non plus en parler trop tôt, mais il ne faut pas non plus en parler trop tard, il ne faut pas non plus oublier que pour le même bien, avec 2 régimes fiscaux différents, on peut avoir vraiment le jour et la nuit, le noir et le blanc, le yin et le yang, vous appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il qu'il y en a un qui peut vous faire perdre jusqu'à 300 ou 400 euros par mois, et l'autre qui peut vous en faire gagner 500, juste avec un régime fiscal différent. Et ça, je vous promets, c'est fou quand on ne le sait pas, mais entre un achat par exemple en nom propre, microfoncier nu, et en meublé LMNP, on peut vraiment avoir des différences phénoménales au niveau de l'imposition. On peut vraiment, en termes de milliers d'euros à l'année. Donc, ayez bien en tête que la fiscalité, c'est le troisième point pour que notre tabouret se pète pas la gueule. Bon, là on est content, c'est génial. Toujours est-il qu'on sait toujours pas comment trouver un bien rentable. Tu nous dis, ouais, il faut trouver un bien rentable, il faut se connaître et tout. Qu'est-ce qu'il est le bien rentable? Je le cherche. Bon, ça, soit vous me suivez sur Instagram, et dans ce cas, vous voyez que je poste sur Instagram à chaque fois tout ce qu'il faut, des petites slides, des petits carousels et tout, où je vous explique comment trouver tout ça. Bon, maintenant, comment on fait pour trouver un bien rentable? Encore une fois, il y a 3 critères. Donc voilà, vous avez votre tabouret là, vous vous rappelez la petite branche bien, celle-là elle a 3 petits pieds, voilà, c'est comme ça. Elle a plein de petits pieds dans tous les sens. 3 critères pour trouver un bien rentable. C'est les 3 critères les plus importants, vous les marquez noir sur blanc, vous les encadrez, vous les foutez aux toilettes, vous appelez votre grand-mère, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. C'est les 3 critères les plus importants. Premier critère, acheter sous le putain de marché. Ok ? Acheter sous le marché. Il faut
on peut pas se permettre, le marché est trop cher pour nous, le marché est trop haut, nous, on veut le résultat des 1%, donc on fait comme les 1% du monde. Vous voyez, si on veut les résultats de 99% des gens, on fait comme 99% des gens, on va sur le bon coin, on fait des offres au prix. Mais non, nous c'est pas ça qu'on veut, nous on veut la putain de bonne affaire, parce qu'une bonne affaire, surtout quand on commence, si jamais on se foire, ça peut totalement nous handicaper pour la suite. Alors que si on fait une putain de bonne affaire en commençant, une putain de bonne affaire, ça va être beaucoup plus simple d'enchaîner par la suite. Parce que c'est le but, enfin, en tout cas, moi c'est mon but, c'est pas forcément votre but, et tout le monde n'a pas forcément envie d'enchaîner, mais en tout cas, donnez-vous au moins la possibilité d'enchaîner par la suite, même si vous ne voulez pas, pour l'instant, vous dites un seul bien, ça me suffit. Voilà, donnez-vous quand même cette possibilité. Petit disclaimer, nous on va être rentable maintenant et pas dans 20 ans. Oui, je reprends les phrases de Yann Darwin et tout, forcément, c'est eux qui m'ont formé, les amis, je vais pas vous mentir. Hein. J'essaye juste de le retransmettre un peu différemment, peut-être plus accès étudiant, accès podcast et tout ça. Mais évidemment, vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, tout ça, je me suis formé chez eux avec l'organisme de formation Green Bull. Tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau et ça m'a permis de commencer à investir, de faire des bonnes affaires. Et là, voilà, je vais déjà être à mon 3e lot, toujours en étant étudiant, quoi. Donc voilà, c'est petit disclaimer, enfin voilà, fin de la parenthèse, mais évidemment que je n'invente rien et que je reprends des choses également de la formation excellente que j'ai suivie. Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus, vous voulez me contacter, contactez-moi sur Instagram, Grégoire Plot, il n'y a pas de souci avec ça, je réponds à tout le monde vraiment sans exception. Donc, on doit se permettre d'acheter sous le marché. On ne peut pas d'ailleurs se permettre d'acheter au prix du marché ou au-dessus. Pourquoi ? Parce que l'agent immobilier qui est un peu bête, il va vous dire « Ah, regardez, là, on est à 2000 € du mètre carré, puis là, on est à 2000, donc ça va. » Ouais, mais non, parce que là, tu comptes pas les frais de notaire, donc déjà, tu me rajoutes 8%. Tu me comptes pas tous les frais annexes, toutes les charges, tous les travaux. Donc ça, c'est bullshit déjà. Les rentabilités qui sont calculées sans frais de notaire, voire parfois sans travaux, non, c'est du grand délire, quoi. Redescendons sur terre, on doit acheter sous le marché. Pourquoi ? Parce qu'on veut être rentable maintenant et pas dans 20 ans. Donc, on va avoir une stratégie où on va acheter et revendre. On va pas attendre 30 ans pour revendre. On va au contraire revendre, arbitrer, on appelle ça, au bout de 5, 7 ans par exemple, même parfois plus tôt si c'est nécessaire. Et il nous faut une plus-value latente pour pouvoir réenchaîner. C'est-à-dire que quand on achète un bien 100 000, qu'on peut le revendre 150, bon bah ça fait plaisir, quoi. On repart avec 50 000 en cash, quoi. C'est extrêmement important d'acheter sous le marché pour s'assurer une revente sereine, pour que même si justement comment dire, le marché subit une petite baisse de 10-20%, on soit toujours au moins à l'équilibre. C'est le strict minimum. Donc il faut acheter au moins 20% en dessous du prix du marché. Bien sûr, tout compris, hein, frais de notaire, travaux, il faut grosso modo être 20-10% en dessous du prix du marché, voire vraiment au prix du marché au minimum. Donc comment vous faites ? Vous faites votre étude du marché, vous allez sur Meilleur Agent, vous regardez le prix au mètre carré, vous allez demander dans les agences, vous vérifiez, vous prenez un prix moyen pour le bien que vous visez, donc pour une maison avec jardin ou pour un appartement T3, vous regardez combien ça se vend dans telle zone, un appartement T3, voilà, ça se vend 2500 € du mètre carré. Eh bien, vous ne devez absolument pas dépasser 2500, tout compris. C'est-à-dire le prix du bien, le prix des travaux, le prix des frais de notaire. Ok ? Ça, c'est vraiment important. Ça s'appelle acheter sous le marché pour s'assurer de la plus-value latente. Deuxième chose extrêmement importante pour trouver un bien rentable, c'est de l'autofinancement bancaire. Si vous voulez faire un crédit, et on a vu que c'était extrêmement important d'en faire, la banque va vous prêter et va calculer si tout simplement le bien est autofinancé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la banque va prendre les loyers projetés. Bon, bah, vous lui dites, voilà, moi j'ai 10 000 € de loyer projeté à l'année. Et ce qu'elle va faire tout simplement, c'est qu'elle va prendre 70% de ces loyers projetés. Pourquoi 70% ? En fait, plutôt que de faire des calculs pour voir les charges que vous allez avoir, les charges de copro, la taxe foncière, toutes ces charges-là, et puis d'ailleurs aussi un petit peu d'impayé, un petit peu de vacances locatives, elle va tout simplement dire, bah voilà, je prends un pourcentage de ces loyers-là, et je considère que c'est ce que tu vas toucher réellement, parce qu'il y a toujours des imprévus, des petits travaux, des petites charges. Donc les banques vont prendre souvent 70% de ces loyers projetés. Certaines banques prennent 80%, certaines banques prennent 60%, ça dépend, grosso modo, c'est 70%. Donc elle va dire, bah voilà, tu me dis que tu as 10 000, bah moi je vais considérer que tu n'en as que 7 000 des rentrées d'argent. Et il faut que ces 7 000 € là, à l'année, ils couvrent la mensualité de prêt. Ok ? Donc notre mensualité de prêt, imaginons qu'on soit à 600 par mois, hop, je vais prendre ma petite calculette, vous voyez, je vais vérifier. Donc 600 x 12, on va être à 7200, ok ? Eh bien, la banque va dire, tu me dis que tu as 10 000 € à l'année, eh bien, 70% de 10 000, ça fait 7 000. Or, 7 000 € est inférieur à 7 200, qui est la mensualité de ton crédit remboursé à l'année. Donc, l'annualité du crédit, on va dire. Donc là, elle va vous dire, la banque, eh bien, tout simplement, je ne te prête pas. Parce que tu es au-dessus de 70%. Alors, il y a des dérogations, c'est pas un chiffre gravé dans le marbre, mais grosso modo, si le bien n'est pas autofinancé, la banque, elle va grincer les dents. Donc, par contre, si tu lui dis, bon, bah voilà, moi, ma mensualité souhaitée, elle est de 600 € parce que j'emprunte tant sur 20 ans,
et par contre mon loyer, il va être de 1000, ah bah là, on va faire 1000, voilà, ça fait 700, vous voyez, 70% de 1000, 700 est supérieur à 600, donc là, elle va vous dire, ah bah super, parce que vous êtes autofinancé, donc vous êtes en dessous de ce qu'il faut, des 70%. Et donc, il va même vous rester 100 € à la fin du mois. C'est comme ça que la banque fait pour calculer, et c'est un critère, en tout cas, pour vous prêter, et c'est extrêmement important que votre bien soit autofinancé. Au moins à l'équilibre, le mieux, vous allez voir, la plupart du temps, c'est d'avoir plus. Donc voilà, si on a un loyer à 1200, on enlève la mensualité, il nous en reste encore 600, donc c'est quand même sympathique. Et c'est extrêmement important aussi de bien faire ça. Pourquoi ? Parce que par exemple, je prends l'exemple d'une coloc, une coloc de 3. Imaginez, vous êtes autofinancé, mais qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui part ? Il n'y en a plus que 2. Et s'il n'y en a plus que 2, vous n'êtes plus du tout autofinancé. Donc ce qui est bien, c'est justement d'arriver à faire en sorte, nous par exemple pour la coloc de 6 qu'on est en train de créer, on sait que même s'il y a 2 personnes qui ne sont pas là, donc s'il n'y a que 4 personnes sur 6, on est toujours autofinancé. Vous voyez ? Donc même si donc, les autres personnes, ça va être que du surplus. Mais c'est important de justement bien choisir son bien, tout simplement, pour être toujours en autofinancement et pour même gagner des sous. Au moins, on appelle ça le cash flow. Parlons du cash flow, excédent de trésorerie en français, c'est le 3e pilier pour trouver un bien rentable. Si ce bien rentable-là a les 3 critères-là, grosso modo, vous pouvez à peu près y aller. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est le cash flow ? Le cash flow, c'est ce qui nous reste à la fin du mois. En fait, on ne parle même pas de rentabilité en critère. La rentabilité, c'est un chiffre, c'est un indicateur qui peut nous dire, voilà, moi je cherche du 10%, du 12% par exemple. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être dans le réel. Donc c'est l'argent qu'on touche à la fin du mois, le cash flow. Le cash flow, on veut même le calculer en net, c'est-à-dire net de charge, net d'impôt. Ça sert à rien de parler en cash flow global. Alors ça, c'est l'agent immobilier, encore une fois, un peu baisse, qui va vous dire, le bien, il est à 100 000, vous avez une mensualité de crédit à 600 €, vous pouvez le louer 700, et puis vous restera 100 € par mois. D'accord, mais sauf que là, oui, moi j'ai envie de dire d'accord dit là, non excuse-moi, mais c'est de la merde, c'est faux. Là tu me parles de brut, ça ne veut rien dire, c'est débile. Pourquoi ? Parce que déjà t'as pas compté les frais de notaire, donc déjà voilà, enfin bref. Donc il calcule sa mensualité sur le bien, même pas sur les frais de notaire. Ensuite, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas enlevé la taxe foncière qui est peut-être de 2000 €, il n'a pas enlevé les charges de copro qui sont peut-être de 2000 € aussi à l'année, il n'a pas enlevé toutes les petites charges qu'on va devoir payer qui sont à la charge propriétaire. Parfois il y a des charges qui se rajoutent, et puis selon le régime fiscal, il n'a pas compté les impôts. Donc il me dit en cash flow brut, j'ai 100 €, mais ça se trouve en cash flow net, j'ai moins de 100 € et je vais perdre de l'argent tous les mois. Donc, soyons dans le réel, on prend net, ça sert à rien de parler en brut en fait. Ça n'intéresse personne de parler en brut. Donc on parle en net, voilà. Et donc, un bien, pour qu'il soit rentable pour vous, le but c'est qu'il vous enrichisse maintenant et pas dans 20 ans. Ça sert à rien de dire, ah ouais là je perds de l'argent mais dans 20 ans j'en gagnerai. Ouais, enfin génial, ça se trouve dans 20 ans tu seras mort, tu seras crevé au fond d'une tombe. Donc on reste réel, et nous ce qu'on veut c'est pouvoir s'enrichir dès maintenant pour pouvoir réemprunter par la suite, parce que c'est le but. Si on a un bien qui nous enrichit, qui nous apporte 100, 200, 300, 400 € par mois, voire plus, 1000 €, ça va être beaucoup plus simple de construire un petit peu une trésorerie, de retourner voir la banque dans 3 mois pour dire, tiens regarde, ça y est, t'as vu, mon bien il marche là, je rembourse ma mensualité, je rembourse toutes mes charges et en plus je me fais 300 € par mois. Donc on enchaîne. Et là la banque va vous prêter sans problème. Donc c'est important d'avoir du cash flow net. C'est les 3 critères. Acheter sous le marché pour s'assurer une plus-value latente, de l'autofinancement bancaire pour être sûr que la banque vous prête, et du cash flow net pour s'enrichir tout simplement. Et puis voilà. Et c'est les 3 critères du bien rentable, et puis c'est tout, ça s'arrête là, en fait, c'est aussi simple. Pour le cash flow, je précise, un petit ordre de grandeur pour vous aider un petit peu à choisir, il faut grosso modo que pour 100 000 € investis, vous ayez 300 € de cash flow net. C'est un petit chiffre pour vous aider, pour voir si votre bien est rentable. Vous essayez. Si vous me dites je fais un investissement à 200 000, j'ai 50 € de cash flow, ça sert à rien. Tes 50 € de cash flow, ils vont partir dès que tu vas avoir un robinet à changer. Donc c'est important déjà d'avoir un cash flow quand même assez conséquent, et effectivement à mettre après avec la branche moi, le bien, la fiscalité et tout ça. Et voilà, c'est tout. Je précise également que vous pouvez tester rentatest.fr, c'est le site qu'on a développé avec mon associé Thibaut. Le site est dans la description. Ça permet justement pour l'immobilier, pour voir, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, les 3 critères, sous le marché, autofinancement, cash flow et tout ça, la rentabilité, tout ça, vous allez l'avoir en direct sur Rentatest. C'est un simulateur. Vous rentrez vos chiffres. Tiens, je vois un bien sur le bon coin, bam bam, hop, je tape, prix 100 000 €, bam bam bam, loyer projeté 1200, tchac, charge, taxe foncière. Je mets toutes les infos que j'ai. Et je choisis mon régime fiscal, d'ailleurs on va pouvoir les comparer, ça va être génial. Et ce que ça va me dire, c'est tiens, regarde, voici ton cash flow, net, voici ton pourcentage d'autofinancement bancaire, voici est-ce que tu as acheté sous le marché ou pas, voici ta plus-value latente brute, voici ta rentabilité. Et ça va tout nous sortir, même une grille d'impôt année après année pendant 30 ans, c'est génial en fait, vraiment.
On l'a pensé avant pour nous-mêmes parce qu'on savait qu'il fallait avoir ces critères-là et on l'a développé justement pour les autres. Donc allez faire un tour sur rentatest.fr si vraiment vous savez pas trop si justement votre bien est rentable ou pas, ça vous fait tous les calculs tout seul et puis c'est génial quoi. Bon et voilà, c'est la fin de ce podcast sur l'immobilier. Je suis extrêmement content de l'avoir fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont écouté jusque-là, n'hésitez pas à me dire marqueur indélébile. Voilà, c'est le petit mot du jour. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était Grégoire. Bye.